Personnage de conviction et de combat, c'est un homme passionné que je rencontre aujourd'hui. Petit garçon de 10 ans, Guy arrive de la Tunisie pour s'installer à Sarcelles en 1967. De l'exemplarité de ses parents, instituteurs tous les deux, puis de son épouse, également hussard noir de la République, comme il aime bien le souligner, éducation et formation tiennent une place centrale dans son livre. On le verra plus tard. Il en tire des engagements altruistes, une vision du monde dans lequel les intérêts sont communs et la destinée collective. Il n'aime pas l'immobilisme et les pseudo-experts. Ses responsabilités anciennes et actuelles, l'ensemble de ses engagements, seraient trop longs à exposer dans cette introduction, tellement ils sont nombreux. Mais pour comprendre le personnage, pour tenter de maîtriser sa pensée, il est nécessaire de citer une partie de son parcours. Professeur certifié de mathématiques, chef d'entreprise, aujourd'hui coprésident du groupe Open, acteur de plusieurs associations, Middle Next, ou syndicats, Syntec Numérique, membre du Conseil national du numérique, présent au sein de comités pédagogiques de grandes écoles, intervenant à de nombreuses masterclass, il est, avec Tatiana Salomon, à l'origine du mouvement Jamais sans elle. Un parcours bigarré, avec une multitude de couleurs sur sa palette. Au début de l'année 2019, Guy Mamoumani publie en réponse à un certain nombre de mauvais prophètes sa vision de la transformation digitale dans un livre « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu ». Monsieur Mamoumani, bonjour et merci pour cet entretien. Bonjour. Avant de passer à mes questions, est-ce que ce rapide résumé vous décrit correctement? Et souhaitez-vous ajouter quelque chose à votre parcours? Bien écoutez, d'abord je dirais que je suis très touché par cette introduction qui résume parfaitement mon parcours et mon profil. Juste un point de détail, j'étais vice-président du Conseil national du numérique pendant 2 ans, sous la présidence de Mounir Majoubi. Et je ne le suis plus, puisque j'avais quitté en 2017, voilà, pour être tout à fait précis. Pour le reste, c'est tout à fait exact, et je crois que vous avez pris dans mon parcours tous les points qui expliquent ma personnalité d'aujourd'hui. Parfait. On va passer aux questions. En peinture, le clair-obscur représente le contraste entre les zones claires et les zones sombres. Cet oxymore représente pour ma part l'enthousiasme convaincu des optimistes et la noirceur bougonne des sceptiques que suscite la transformation digitale. Donc doit-on céder au catastrophisme annoncé par un certain nombre de médias ou d'influenceurs, essayistes et divers auteurs technophobes sur la destruction massive d'emplois et le chômage de masse, sur la domination des machines, sur les hommes, sur l'emprise de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine, ou bien se plier à ceux, technophiles ou rêveurs, qui considèrent que les nouvelles techniques correspondent encore à un désir ou à un espoir de progrès. Sommes-nous au point d'articulation de 2 périodes de l'histoire, n'appartenant déjà plus à celle qui s'achève sous nos yeux, mais pas encore à celle qui va arriver? Et êtes-vous toujours en colère vers les oiseaux de mauvais augure? C'est une question d'abord excellente et qui est vraiment centrale dans mon livre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui m'a motivé à écrire ce livre? Moi, ça fait des années que, comme vous l'avez très bien décrit, je pratique le numérique. Donc, que ça soit dans les fonctions de chef d'entreprise d'Open, où nous accompagnons nos clients dans leur transformation numérique. Donc on vit ça au quotidien. Ou que cela soit dans des fonctions qualifiées de sociétales, où j'ai pu analyser la transformation numérique du citoyen, de la société, du travailleur, de l'élève. Tout ça, ça m'a conduit à avoir une vision. Alors, votre question est intéressante parce que le livre s'est voulu positif, optimiste par rapport à la transformation numérique, de façon peut-être même
un peu excessive, je veux bien le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il est issu, finalement, de tout ce que j'ai lu pendant les 2-3 années qui ont précédé l'écriture de ce livre, où vraiment je bondissais à la lecture de tous ces pseudo-prospectivistes, oiseaux de mauvais augure, qui donnaient une vision très très négative de la transformation numérique. Voilà. C'est vraiment en réaction. Alors du coup, comme c'est en réaction, je veux bien dire que j'ai donné une vision très positive pour un peu rééquilibrer les choses. Mais si je dois réfléchir aujourd'hui avec vous, et grâce à vous, avec un peu de recul, je dirais qu'il faut, ça a été d'ailleurs évoqué dans mon livre, voir cette vision positive sans angélisme. C'est-à-dire qu'un certain nombre de points qui sont évoqués par ces mauvais augures sont réels. La donnée, la propriété de la donnée, la souveraineté de la donnée, tout ce qui tourne autour de la sécurité, tout ce qui tourne autour du transhumanisme, tout ça, ce sont des choses qui sont une réalité, alors à plus ou moins long terme, et dont il faut absolument se préoccuper. D'ailleurs, j'aime beaucoup votre introduction avec cette histoire de clair-obscur, parce que c'est exactement ça. Alors bon, alors vous avez un clair-obscur, donc des tas de gens, alors je ne vais pas les citer tous, ça passe de Éric Sadin à Marc Duguin, en passant par le docteur Alexandre, et bien d'autres, même si des fois ils s'engueulent entre eux, d'ailleurs c'est assez amusant, mais enfin tout cela, y compris quelqu'un que j'admire énormément, qui est Yuval Harari, donne une vision anxiogène du futur, quoi qu'il en soit. Et par conséquent, j'ai éprouvé le besoin de rééquilibrer cela avec ce livre. Mais ça n'empêche pas du tout d'être tout à fait lucide avec les risques que comporte cette transformation numérique. Et donc je l'évoque, mais je pourrais même m'y attarder un peu plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été, par exemple, un ardent défenseur du RGPD. Vous savez, ce règlement de la protection des données, qui a souvent été critiqué par des chefs d'entreprise comme de nouvelles contraintes, mais qui aujourd'hui permet d'avoir une vision positive, réaliste de la transformation numérique, en particulier sur la donnée, qui est quand même au centre de tout ça. Voilà. Et donc on voit là que la voie, elle est au milieu, c'est-à-dire une vision positive, pour ne pas, comme je l'ai écrit, donc diaboliser le futur et par conséquent condamner le présent, mais une vision réaliste avec un certain nombre de régulations, parce qu'il faut, je crois, un cadre réglementaire, social, fiscal, syndical, juridique, qui soit adapté à ce nouveau monde. Et tout le livre consiste à dire, il faut y aller, mais il faut y aller de façon éthique et consciente, alors que tous les autres, finalement, d'ailleurs, ils ne disent pas il faut pas y aller ou pas. Ils disent nous allons vers le mur, nous allons vers la catastrophe. Et c'est de ça que je voulais m'extraire et donner en particulier à la jeunesse une vision plus positive en disant que ce futur sera ce que nous en ferons. Justement, la deuxième question donc, porte sur ce que j'appellerais, moi, ce que tout le monde appelle l'anthropotechnie. Et pour faire référence à tout ça, il y a une auteure, Mary Shelley, qui a écrit son roman Frankenstein ou Prométhée moderne en 1816. Et en s'appropriant les pouvoirs divins, en fait, un savant fabrique et donne vie à un être vivant. On peut considérer aujourd'hui que la narration anticipe fortement les interrogations sur l'utilisation de la technologie sur l'humain, comme par exemple l'homme augmenté ou l'intelligence artificielle. On peut aujourd'hui dire que ce roman est d'actualité. L'anthropotechnie, ou le bricolage de l'humain, est connu pour regrouper un ensemble d'innovations très diverses, telles que la chirurgie esthétique, le dopage sportif, les interactions homme-machine, le clonage ou le transhumanisme, mais aussi la contraception orale. L'anthropotechnie pose plus que jamais les questions et les enjeux éthiques. Vous faisiez allusion tout à l'heure. Elle renvoie directement donc au roman de Shelley. Les interrogations, les craintes peuvent être nombreuses. Existe-t-il un risque que l'humain devienne inhumain ?
sommes-nous assez lucides et prudents sur les limites et risques de l'anthropotechnie? La contraception se range dans le cadre de l'anthropotechnie, mais je pense que nous pouvons dire aujourd'hui que sa contribution est ancrée dans une forte légitimité. Mais un produit dopant peut-il aussi gagner sa légitimité dans le futur? Est-ce que l'homme ne devient pas Dieu, en fait? Qu'en pensez-vous? Bon, alors ce sujet fait partie de ce fameux débat sur notre avenir. C'est-à-dire que, bon, vous avez cité Shelley, mais je crois que ce sont des mythes qui existent depuis des siècles. Je pense au golem, je pense aussi 2001, l'Odyssée de l'espace, avec le robot. Hein. Des fois, c'est un homme fabriqué de toutes pièces, et puis des fois, c'est un robot, et c'est tout ça rentre dans le même risque. Alors, la question est assez simple à exposer, en tout cas. Nous avons de plus en plus des moyens de nous soigner, tout simplement. J'ai un bras coupé, je peux le remplacer. Je suis aveugle, je vais bientôt pouvoir voir. Je suis sourd, je vais bientôt pouvoir entendre. C'est quelque chose d'absolument magnifique. C'est merveilleux. Oui, mais je cours pas assez vite et je prends un produit dopant. Alors j'allais y arriver. C'est que même, parlons de l'aveugle qui voit, mais pourquoi s'arrêter à voir aussi bien que le voyant? Du coup, on peut lui mettre des choses qui lui permettent de voir à 1 kilomètre ou je ne sais quoi. Et en effet, la question est très, comment dire, contemporaine. Vous savez, vous avez donc les fameux Jeux paralympiques pour les handicapés. C'est très belle, très beau projet. Hein, donc, et puis vous avez des gens qui courent avec des prothèses. Et plus vite. Et en fait, on arrive maintenant à courir plus vite que sans prothèse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, à chaque fois, la question va revenir. Et la mauvaise réponse... Alors, il y a 2 mauvaises réponses. Et on revient à la question précédente que vous avez posée. C'est-à-dire, la première réponse consisterait à dire il ne faut surtout pas le faire. Donc, on bloque le progrès. On bloque toutes ces opérations. Et la deuxième mauvaise réponse, c'est de dire on laisse faire n'importe quoi et on va vivre 1000 ans dans je ne sais quelles conditions. Donc moi, ma réponse, que ça soit pour cela comme pour le reste, c'est de dire il faut trouver une voie qui permette d'utiliser ce progrès qui est une chance absolument magnifique pour notre société, pour l'humanité, pour notre civilisation, mais de ne pas faire n'importe quoi. Et je recommande des cadres, encore une fois, là j'ai parlé tout à l'heure de juridique, fiscal, syndical, mais en effet, des cadres éthiques, des comités d'éthique comme on le fait aujourd'hui, d'ores et déjà, hein, sur la PMA, sur toutes les questions de génétique, il y a des comités d'éthique. Alors, qu'est-ce qu'on me rétorque? C'est que, oui, moi je propose des comités, l'Europe... veut gérer tout ça, et puis de l'autre côté, vous avez la Chine où ils font n'importe quoi, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Donc, je crois que non seulement, d'ailleurs l'Europe a un rôle particulièrement important à jouer, non seulement il faut protéger ce progrès, hein, en lui créant son cadre, mais en plus il faut le diffuser. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du RGPD, je trouve un bon exemple, parce que, vous savez, au départ, on avait dit, quand le RGPD était sorti, c'est comme d'habitude, les Américains inventent, les Chinois copient, et les Européens réglementent. Il s'avère quand même que maintenant, on voit que le RGPD fait des petits, que même Facebook commence à se dire, finalement, le RGPD c'est pas si mal, qu'en Inde, on en parle, et mon ami Henri Verdier, qui est aujourd'hui l'ambassadeur du numérique pour la France, me raconte que de plus en plus, il fait le tour du monde pour parler du numérique, et de plus en plus, on lui donne le RGPD comme un exemple. Et je crois que c'est ça la bonne voie. C'est la bonne voie parce que, personnellement, je me refuse à ce monde de transhumanisme tel qu'il nous est décrit. Je n'ai pas envie de vivre 1000 ans, je n'ai pas envie de courir plus vite que les autres, etc., etc. Donc, je pense que,
En revanche, tout ce que aujourd'hui la e-santé propose, tout ce que cette chirurgie à distance, cette intelligence artificielle permet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça serait absurde de s'en passer, mais il faudra être prudent, il faudra avoir de l'éthique, d'ores et déjà d'ailleurs, pour nous permettre d'avoir une vision humaine, c'est le bon mot je crois, hein, une vision humaine de ce progrès, et non pas cette pseudo-humanité que je refuse. D'ailleurs, c'est une des critiques que je fais à Yuval Harari, c'est que lui, il voit presque comme inéluctable l'avènement d'une nouvelle croyance, d'une nouvelle religion, hein, cet homo deus là. Hein. Ben, je ne vois pas pourquoi on doit se résigner à aller vers ce nouveau monde que nous ne voulons pas. Hein, et je pense qu'il y a une façon très humaine de construire un monde eh bien, qui soit harmonieux, qui soit tolérant, divers, ouvert, sans pour autant sombrer dans ses excès. Et on voit bien que l'humain est au centre de vos convictions, mais est-ce que l'humain restera dans le futur aux commandes, aux manettes? Si on prend référence de l'œuvre de Pierre Boulle, La planète des singes, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec le film de Burton, absolument rien à voir d'ailleurs. À un moment de l'histoire, l'auteur explique comment les singes ont pris le pouvoir sur les hommes. Je ne vais pas faire ici une lecture, mais il n'est nulle question d'un coup d'état des singes sur les hommes dans la nouvelle de Pierre Boulle. C'est qu'une partie de l'humanité a sombré dans son pire fléau, qui est le confort. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un risque important que la technique nous pousse vers le syndrome de la planète des singes, ou l'effet Terminator, que nos serviteurs, à un moment, deviennent nos maîtres, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre? On ne peut pas dire que ce ne soit pas un risque, ça serait, je pense, irresponsable hein, de négliger cela, mais ma réponse est très simple, vous l'avez souligné dans l'introduction, c'est l'acculturation, l'éducation, la formation, et je crois que c'est la meilleure façon d'aborder ces sujets, c'est que nous initions un plan massif, et d'ailleurs, j'allais dire en France, mais après tout, pourquoi pas déjà au niveau européen. Vous savez que l'Europe là est en train de discuter, de trouver 100 milliards pour soutenir les startups, c'est une très bonne chose. Okay. Moi, je pense que on devrait d'abord commencer à trouver 100 milliards pour aller éduquer tout le monde, ouais. Tout le monde, et en particulier les jeunes, mais pas que. Mais je pense qu'il va falloir y aller. D'ailleurs, je dois rendre hommage à notre ministre Blanquer, parce que je trouve qu'il a initié quelque chose d'intéressant par rapport au numérique en France. Hein. CAPES d'informatique, coding à l'école, développement à l'école. J'ai décidé de ne plus employer le terme de coding, développement à l'école. Et je viens de découvrir qu'une collègue vient de me faire découvrir le livre de ses enfants qui sont en seconde, en option sciences du numérique et technologie, ou alors vraiment, j'ai même fait un truc pour dire j'en ai rêvé dans l'apocalypse numérique, n'aura pas lieu, et Blanquer l'a fait. Bon, voilà. C'est vraiment, c'est-à-dire donner à nos jeunes une vraie conscience numérique, une vraie compréhension. Alors on m'a beaucoup critiqué parce que j'ai fait un paragraphe qui s'appelait lire, écrire, calculer et coder, mais en fait là aussi je peux préciser ma pensée, il ne s'agit pas juste de savoir coder, hein. Je ne vais pas former des gens à faire du Fortran, comme je dis. Ah, non, il s'agit vraiment de donner une culture numérique. Hein. Coder, développer, savoir faire quelques lignes de basique, j'allais dire, c'est formateur. Mais c'est l'ensemble de la compréhension des enjeux du numérique. Et quand j'ai lu le programme de cette seconde, j'ai dit, alors mais c'est extraordinaire, c'est exactement ça. Comprendre les réseaux sociaux, comprendre la donnée, comprendre la sécurité. Et c'est tout ça, c'est cette culture-là qui va nous protéger. Parce que justement, si nous arrivons à donner une culture de bon niveau à l'humanité, j'allais dire, eh bien, nous comprendrons les risques, nous comprendrons les enjeux, et nous mettrons au point eh bien, la réglementation, la régulation nécessaire pour nous protéger. Sacré chantier tout ça, sacré chantier, parce que si on écoute le sociologue François Dubé, qui considère à l'aube du XXIe siècle que la scolarité en France est un système à fabriquer de l'exclusion.
Alors, écoutez, en tant que fils d'enseignant, ancien enseignant, époux d'une inspectrice d'éducation nationale, je vais modérer un peu ce propos que je trouve un petit peu excessif, mais dans lequel il y a quand même un fondement. Et c'est une des discussions régulières que j'ai avec mon épouse, qui est évidemment une ardente défenseuse de l'éducation nationale, mais je lui dis, ok, c'est formidable l'éducation nationale en France, tout ce qu'on voudra, mais 150 000 décrocheurs chaque année, c'est inadmissible. Et c'est en ça que cette phrase a quand même un fondement de vérité. Pourquoi il y a une réalité dans cette exclusion? C'est que vous avez d'un côté 150 000 décrocheurs, et d'un autre côté, les meilleures écoles au monde. Enfin, certaines des meilleures écoles au monde. De moins en moins. Hein? Oui, non, je suis prêt à en discuter. Hein, parce que moi, vous l'avez dit, hein, je suis le parrain, c'est quasiment 4-5 écoles chaque année, et je suis emballé par le niveau de ces écoles. Et d'ailleurs, un des reproches que je fais au pouvoir public, puisque je l'ai dit depuis 10 ans, c'est de ne pas donner les moyens de les développer encore plus. Quand vous prenez par exemple Télécom ParisTech, qui est une école absolument fantastique, eh bien, son directeur me dit si j'avais les moyens, je pourrais former 3 fois plus d'étudiants. C'est quand même incroyable qu'on pourrait avoir 3 fois plus d'ingénieurs Télécom ParisTech et qu'on ne le fasse pas. Tout ça pour des questions de gratuité de l'enseignement public, ou je ne sais quoi, parce qu'on ne doit pas payer pour une école d'ingénieurs. Alors que l'équivalent de cette école aux États-Unis, ça serait, je ne sais pas, 50 ou 70 000 $ par an. En France, c'est 2 000 €. Voilà, donc alors, pour revenir à votre question, on a d'un côté 150 000 décrocheurs, et de l'autre côté vraiment des ingénieurs et même des universitaires du plus haut niveau. Et alors, en effet, cette dichotomie est inacceptable. Et donc il faut tout faire pour sortir de là. C'est pour ça que j'ai beaucoup poussé à l'époque où j'étais président du Syntec numérique pour la création de la grande école du numérique, qui jouait un rôle vraiment majeur pour récupérer ces décrocheurs. Et donc ça c'est formidable, ces initiatives pour remettre dans le circuit de la société des jeunes, ou d'ailleurs souvent des moins jeunes, des chercheurs d'emploi, qui étaient complètement sortis du système. Et là, grâce à ces écoles, on arrive à les réintégrer. Parce qu'il y a effectivement les décrochés qui sortent de l'éducation nationale, qui sortent de la scolarité, mais il y a également, ils viennent gonfler, se greffer aux exclus qui sont déjà existants. Hein, parce qu'au moment où il est prévu, donc à l'horizon 2022, de dématérialiser les services publics, qui seront une source d'économie potentielle pour l'État, mais aussi pour œuvrer à l'amélioration du quotidien des usagers, et ça vous le marquez très bien également dans votre livre, hein, il faut voir quand même qu'il y a 14 millions de personnes aujourd'hui qui seraient, selon un rapport dressé par le gouvernement, exclues du numérique. Donc 150 000 tous les ans vont se cumuler avec ces 14 millions. Ça représente quand même 28% de la population française en situation, ce qu'on appellerait d'électronisme. Donc la situation de l'illettrisme en France et l'absence de compétences de base, lecture, écriture et calcul, avant le codage, concerne encore aujourd'hui un grand nombre de personnes. Ces aptitudes sont bien évidemment nécessaires à l'inclusion numérique, mais sont avant tout absolument le socle préalable à l'intégration sociale. Aujourd'hui, le train qui est à prendre, avec la transformation numérique, est un train à grande vitesse. Les révolutions technologiques et numériques s'enchaînent au risque de multiplier les dégâts collatéraux et l'électronisme. Il est à craindre qu'il soit de plus en plus difficile d'accrocher l'ensemble des wagons à TGV. Que faire? Un plan Marshall? Que faire pour ces gens-là? Alors écoutez, je vous remercie beaucoup de me poser cette question, parce que ça c'est un des points sur lesquels je ne vais pas être du tout populaire. Mais je veux rester fidèle à mes convictions. Alors, nous avons les oiseaux de mauvais augure qui nous effrayent toute la journée sur les conséquences du numérique, mais maintenant, nous avons une nouvelle génération de gens que j'apprécie beaucoup et que je respecte, hein, qui sont d'ailleurs souvent des spécialistes du numérique, qui nous expliquent qu'il faut faire ce qu'on appelle la low-tech. Ça y est, ralentir. Et puis nous avons, par exemple, et d'ailleurs, je
je crois que j'ai créé une petite contrariété là-dessus, le défenseur des droits de l'homme, M. Jacques Toubon, qui alerte sur tout ce que vous venez de dire, et par conséquent, c'est le grand plan de ralentissement des services publics dématérialisés. Et là, je ne suis pas d'accord. Même si je respecte tout à fait ces personnes, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que nous sommes dans un pays qui a déjà du mal, justement, à accepter la transformation numérique. Si même les gens de bonne volonté, les gens les plus conscients, les gens qui connaissent ces questions-là, expliquent qu'il faut aller plus lentement, alors là, nous avons l'alliance la plus explosive possible pour nous retarder dans notre transformation numérique. Donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas populaire, parce que c'est très populaire aujourd'hui, hein, très, très politiquement correct, de dire qu'il faut ralentir pour répondre au sujet, alors lui qui est parfaitement légitime, que vous avez très bien explicité dans votre question. Oui, il y a 13 millions, 14 millions de gens qui sont des exclus du numérique. Et donc la réponse serait de dire, non, on va ralentir, on va changer les choses, on va créer des services publics directs, comme si c'était possible encore, avec nos moyens, pour répondre. Et j'avais vu même un tweet d'une dame qui expliquait que pour vendre sa voiture, elle ne pouvait plus le faire sur du papier. Et alors tout le monde disait, oui, elle a raison, il faut arrêter le numérique, etc. Et c'est dingue, hein, même des experts en numérique. Ça. Je ne suis pas d'accord du tout. Je pense qu'au contraire, il faut accélérer la transformation numérique de l'administration. Il faut aller de plus en plus là-dessus, quasiment faire payer ceux qui ne veulent pas passer par le numérique, comme on l'a fait pour les impôts. Je raconte d'ailleurs l'anecdote dans mon livre où 2 ans avant l'obligation de passer par le numérique pour les impôts, j'avais été interpellé par un ministre qui m'avait dit « mais attendez, vous êtes trop anguleux, etc. » Et puis l'année d'après, on l'avait fait. Mais dire ça ne veut pas dire que je ne suis pas conscient du sujet que vous évoquez. Au contraire d'ailleurs, puisque j'y ai consacré plusieurs chapitres. Parce que je suis absolument convaincu de la nécessité de réintégrer justement ces exclus dans la transformation numérique. Quelle est ma solution? Eh bien, c'est que à aller massivement sur le numérique, vous allez dégager des gens, du temps et des moyens. Consacrer ce temps et ces moyens à l'intégration des exclus. Mais ne faites pas l'inverse. Alors, nous sommes, par exemple, comme on l'était à l'époque sur les impôts, alors c'est un très bon exemple parce que l'application des impôts françaises est une des meilleures du monde. Hein. C'est d'abord une des premières et une des meilleures du monde. Eh bien, 10 ans après, combien y avait-il de foyers fiscaux qui l'utilisaient? 30%. C'était un gâchis absolument colossal. On a décidé de la rendre obligatoire. On est monté en 2 ans à 95%. Je monte à 95%. Je me dégage d'énormes moyens, et justement, avec des gens qui ont plus de temps, qui sont libres, etc. Je me dégage des moyens financiers, je peux investir dans des outils, et je me concentre massivement sur les 5% qui restent. Même si je dois mettre un contrôleur fiscal que j'ai reformé derrière chaque personne qui n'est pas capable, je peux le faire, puisque j'ai dégagé tous ces moyens. Bon, encore une fois, je suis peut-être un petit peu excessif, mais c'est l'idée. Hein, donc, non, la réponse au problème, vrai sujet, je ne suis pas en train de dire que ce sujet que vous évoquez n'est pas une réalité, mais la réponse qui consiste à dire la low-tech est une mauvaise réponse, même si elle est défendue, paraît-il, y compris par Cédric O, notre secrétaire d'État au numérique. Et je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne suis pas d'accord avec ce politiquement correct que tout le monde est en train d'avoir. Et encore, comme par hasard en France. Parce que allez parler de la low-tech en Chine, si vous voulez, hein, parce que c'est un peu excessif, sur leur reconnaissance faciale, etc., dans tous ces pays-là. Mais sur la France, où nous avons besoin d'encourager la transformation numérique, et c'est exactement l'objet de mon livre, c'est rassurer sur cette transformation numérique, tous ces concepts-là viennent comme un handicap supplémentaire.
Cette passion que vous dégagez me rattache tout de suite, moi, à la théorie de la Reine Rouge. Cette espèce d'immobilisme, c'est en référence... enfin, en 1970, un chercheur en biologie, Line Van Allen, soumet la théorie de la Reine Rouge. C'est en référence donc, au deuxième opus de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir. Je ne sais pas si vous avez lu le livre ou lu le film. Alice évolue dans un monde extraordinaire où les cartes à jouer, les pièces de jeu d'échecs deviennent des personnages. Et à un moment du roman, Alice et une pièce du jeu d'échecs, la Reine Rouge, courent en se tenant la main. Et soudain, Alice interpelle la Reine Rouge et lui dit « Reine, nous sommes en train de courir et le paysage autour de nous ne change pas. » La Reine Rouge répondit par cette phrase célèbre « Nous courons pour rester à la même place ». C'est la théorie de la Reine Rouge, la coévolution dans un environnement qui change. Nous devons courir pour rester à la même place. Sans pression, il n'y a pas de sélection, et sans sélection, il n'y a pas d'évolution. Très darwinien. Ce jeu complexe de prédation, de compétition, d'entraide, de fusion, de scission, est forcément partagé par les organismes vivants, mais s'adapter et innover pour survivre concerne également les civilisations, les entreprises et les sociétés. Comment, selon vous, nos entreprises et nos démocraties peuvent résister et réussir à évoluer dans un environnement en totale mutation, justement si on reste dans l'immobilisme, si on court moins vite que les autres, et même en courant, déjà, on est comme les autres. Bon, c'est encore une fois un des points centraux de mon livre. Hein, je fais une autre image, puisque je parle de ce fameux tsunami numérique qui va arriver. Alors, bon, il va arriver, ce tsunami. Hein, c'est pas la peine de discuter, c'est pas la peine de penser que peut-être il n'arrivera pas. Non, il arrive. Donc, vous avez deux réactions possibles. Donc, la première, qui consiste à dire bah, je me mets devant en écartant les bras en disant bah, non, tu ne passeras pas, tsunami, faire comme Montebourg, que je raconte dans mon livre, qui disait il faut ralentir la transformation pour laisser aux gens le temps de s'adapter, de se préparer. C'est toujours la même histoire, hein. Tout le monde, en particulier en France, qui explique que ça va trop vite, voilà, et donc il faut ralentir. Et puis moi j'ai une autre réponse. Bah, le tsunami, c'est une énorme vague qui va créer des tas d'opportunités. Il faut juste apprendre à surfer sur cette vague. Et on revient au sujet de l'éducation et de la formation qui nous permettra de profiter de ce tsunami. Alors d'abord, c'est vrai en tant que citoyen, hein, mais c'est aussi vrai pour les entreprises. Hein, c'est ce que je dis à nos clients. Hein. Et en fait, tout notre objet chez Open, c'est d'abord de convaincre nos clients et ensuite de les accompagner hein, dans cette transformation. Donc c'est surfer pour une personne, un citoyen, surfer pour un salarié, surfer pour une entreprise. Et le vrai danger, et c'est pour ça, comme vous l'avez dit, que j'ai commencé à monter dans ma passion dans la question précédente, le vrai danger, bah, c'est de nous expliquer que non, il faut faire ralentir les choses pour pouvoir avoir le temps de s'y préparer. Vous voyez, c'est cette notion-là. Mais c'est une notion extrêmement dangereuse. Parce que bah, le temps qu'on se prépare dans cet environnement mondialisé dans lequel nous sommes, dans cette évolution extrêmement rapide, eh bien, nous serons balayés. C'est d'ailleurs le point qui en rajoute dans l'anxiété créée. Parce qu'il y a un double effet. C'est-à-dire qu'il y a le premier effet qui est celui du changement. Bon, alors il faut savoir que, en particulier dans notre pays, les gens qui sont prudents, attentistes, conservateurs, sont les gens qui sont les plus considérés comme sérieux. Vous voyez, ah oui, il faut les écouter, hein, voilà. Doucement, il est urgent d'aller doucement. Ça. Et puis dès que vous êtes quelqu'un d'optimiste, de positif, d'encourageant, qui encourage le risque, là, vous êtes pris pour quelqu'un d'un peu fantasque et même presque dangereux. Or, c'est exactement l'inverse. Voilà, pour moi, c'est exactement l'inverse. Et qu'il faut absolument aborder le risque avec vraiment positivité, optimisme, mais sans être angélique, pour pouvoir répondre à cette mutation, cette révolution
que nous sommes en train de vivre. C'est ce que je dis souvent dans mes interventions auprès d'étudiants. Hein. Finalement, on a la chance de vivre une période quasiment unique dans l'histoire de l'humanité. Enfin, il y a eu peut-être 2, 3 moments comme cela. Alors, bien sûr, vous pouvez vous lamenter, vous pouvez les subir, mais vous pouvez vous dire quelle chance j'ai de vivre ça. Hein, et on peut, grâce à ce virage, cette révolution que nous sommes en train de vivre, être acteur de la construction d'un nouveau monde qui soit meilleur que celui que nous avons vécu. Alors que d'autres, passivement, vont subir ces transformations. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'alerte les femmes, comme vous le savez, puisque c'est un des sujets que j'ai évoqués, en particulier de mes engagements, c'est de dire aux femmes, méfiez-vous, il faut absolument vous engager, il faut absolument comprendre le coding, il faut absolument faire de l'intelligence artificielle pour être contributeur de cette révolution. Sinon, si vous laissez les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à reproduire la misogynie millénaire dont nous avons vécu. Et voilà pourquoi tout ça est quelque chose de très positif. Voilà, à condition de ne pas le subir. C'est le mot pour la fin. J'en ai un autre. Merci beaucoup pour ces questions très intéressantes. C'est moi qui vous remercie. Non, mais c'est une façon de m'avoir fait réfléchir et de compléter les pensées que j'avais eues dans ce livre, très intéressantes. C'est moi qui vous remercie énormément.